Bienvenue sur la chaîne. Si tu es là, ce n'est pas pour tuer le temps avec une vidéo de plus qui te caresse dans le sens du poil. Tu es ici parce que tu sens qu'il y a un problème avec les histoires qu'on t'a servies sur un plateau. L'origine du monde, l'origine de l'humanité, le bien, le mal, Dieu, les dieux, le pourquoi nous sommes là. On t'a donné des récits tout faits, empaquetés dans des textes sacrés, des catéchismes, des livres d'histoire, des documentaires très sages. Mais au fond, tu sais qu'il manque quelque chose. Des zones d'ombre, des coupes, des morceaux qui ne collent pas. Sur cette chaîne, on ne se contente pas de résumer des livres, on les dissèque. On regarde ce qu'ils ont dans le ventre, ce qu'ils osent dire, ce qu'ils osent remettre en question. On les utilise comme des outils pour faire ce que quasiment personne ne fait, prendre les mythes, les textes sacrés, les récits officiels, et les retourner pour voir comment ils ont été construits, à qui ils profitent, quel type de mentalité ils fabriquent chez ceux qui y croient. Donc, avant de rentrer dans Éden, la vérité sur nos origines d'Anton Parks pose un vrai choix. Si tu veux que ce type de contenu, long, dense, argumenté, sans simplification infantilisante, fasse partie de ton environnement mental, abonne-toi maintenant. Ce n'est pas un geste symbolique, c'est une décision stratégique. Est-ce que tu veux que ton fil YouTube soit rempli de contenu rapide, optimisé pour le taux de dopamine, ou tu veux qu'il soit traversé régulièrement par des vidéos qui te prennent au sérieux, qui exigent quelque chose de toi, qui peuvent vraiment modifier ta façon de penser? Si tu choisis la deuxième option, tu sais quoi faire. Abonnement, cloche, et on y va. On va parler d'un livre qui, que tu adhères ou pas à ses conclusions, a une ambition gigantesque, re-raconter l'histoire d'Éden en remontant aux sources les plus anciennes, aux tablettes sumériennes, pour proposer une version complètement différente de celle de la Genèse. Pour Anton Parks, la Bible ne serait pas le texte originel, mais une version tardive, filtrée, moralisée, d'une histoire beaucoup plus brute, beaucoup plus technique, beaucoup plus dérangeante. Dans cette histoire, les dieux ne sont pas des concepts abstraits. Ce sont des acteurs puissants, organisés, divisés, présents physiquement sur Terre. Le jardin n'est pas un décor de conte de fées, c'est une installation, une base. Et l'humanité n'est pas un couple tombé du ciel avec une feuille de vigne. C'est une main-d'œuvre, un projet, parfois précieux, parfois encombrant. Pour comprendre ce que Parks essaie de faire, il faut d'abord comprendre d'où il parle. Il n'est pas professeur de sumérien dans une grande université. Il n'écrit pas des articles indexés dans des revues académiques très contrôlées. C'est un chercheur indépendant, un auteur qui navigue à la frontière entre l'érudition et le spéculatif. Il s'est passionné pour les langues anciennes, la mythologie sumérienne, akkadienne, les récits du Proche-Orient. Il dit avoir appris le sumérien sur la base des grands travaux assyriologiques et surtout, il assume quelque chose que très peu d'auteurs assument. Il est prêt à croiser ses textes avec des thèmes que le monde académique rejette d'emblée. Civilisation non humaine, interventions extérieures, génétique ancienne, conflits divins qui ressemblent beaucoup à des conflits de pouvoir très humains. Éden est un pivot dans son œuvre. Avant, dans ses chroniques du Jirku, Parks racontait déjà des histoires de dieux reptiliens, de guerres cosmiques, d'installations sur Terre, mais sous une forme plus narrative, plus romancée. Avec Éden, il change de registre. Il présente un corpus bien précis. Les tablettes de Karsag découvertes à Nippur à la fin du XIXe siècle, et il affirme que c'est là que se cache en creux la véritable matrice du récit d'Éden. Il raconte comment ces tablettes ont été translittérées, comment un assyriologue comme George Barton les a étudiées, puis comment elles sont restées dans un relatif oubli, classées comme des textes parmi d'autres dans l'immense océan de la littérature sumérienne. Ce qu'il dit ensuite est simple et explosif. Les traductions classiques seraient incomplètes, parfois fausses, parfois trop prudentes. Des expressions clés auraient été lissées, des liens avec la Genèse sous-estimés ou évités par souci de neutralité. Lui décide de reprendre tout à zéro.
Ils passent des années à vérifier chaque signe, à comparer les valeurs possibles, à regarder comment un mot sumérien peut avoir plusieurs sens très concrets, très techniques, pas du tout religieux au sens où on l'entend. Et à partir de ce travail, il reconstruit un récit, celui d'un grand domaine dirigé par des êtres puissants, d'un jardin surélevé, d'un système d'irrigation sophistiqué, d'une main-d'œuvre humaine assignée aux talus et aux canaux, et d'un dieu technique assimilé au serpent, qui commence à dévoiler ce qui devait rester caché. Imagine la scène comme un plan large de film, une hauteur naturelle ou aménagée, avec un complexe de jardins en terrasse, des bassins, des digues, des canaux qui descendent vers la plaine. Sur cette hauteur, des bâtiments, des zones réservées, un dedans sacré où tout le monde n'a pas accès. Autour, dans la plaine, une humanité nue, au sens littéral et symbolique, sans protection, sans statut, sans savoir, affectée au travail, dépendante de ceux qui contrôlent l'eau et les récoltes. Dans ce cadre, Karsag serait le jardin d'Éden, non pas au sens naïf d'un parc de loisirs paradisiaque, mais au sens d'une base principale, d'un centre de pouvoir. Eddin, la plaine, serait la zone de vie des humains, le dehors. Ceux qui dirigent Karsag sont les dieux, les Digir, les Anuna, dans la terminologie sumérienne. Ils se disputent entre eux, ils construisent des alliances, ils se méfient les uns des autres, ils gèrent leur domaine comme des seigneurs féodaux géreraient leur fief. Ils ont des enjeux qui dépassent complètement les humains, mais ils ont besoin d'eux. Pour travailler la terre, pour entretenir les ouvrages, pour produire. Dans cette humanité-là, il n'y a pas d'Adam et Ève individuels au début. Il y a un Adam collectif, une catégorie, une espèce, un groupe. L'homme n'apparaît pas comme un enfant chéri auquel on donne tout, mais comme une ressource, comme un outil, comme un bétail amélioré. Et c'est là qu'intervient un personnage central chez Parks, Enki. Enki, déjà bien connu de la mythologie sumérienne classique, dieu des eaux souterraines, de la sagesse, du savoir technique. Chez Parks, Enki prend la forme du serpent, celui qui sait, celui qui garde le secret du fonctionnement de la demeure, celui qui peut révéler le destin des humains affectés au travail. Les tablettes, telles qu'il les traduit, montrent un serpent qui n'est pas d'abord un ennemi de l'humanité, mais un garant d'un certain ordre technique. Il connaît les plans, les structures, les mécanismes. Il a un accès privilégié à la bibliothèque du système. Et, à un moment donné, quelque chose se fissure. L'homme, ou un groupe d'hommes, franchit la limite. Les textes parlent de transgression de frontières, de passage dans la zone interdite, de goût donné au destin. Park y lit une scène précise. Des humains parviennent à pénétrer au-delà de la limite du jardin, à accéder à des ressources ou à des connaissances qui leur étaient refusées. Et Enki, au lieu d'appliquer strictement les consignes de sécurité, choisit de leur faire goûter ce savoir. Il transmet. Il ouvre une porte. Il laisse l'information circuler. Tu vois tout de suite ce que ça fait à la lecture du mythe. Dans la version biblique, le serpent trompe, manipule, séduit, fait tomber. Dans la version Parks, il devient un agent de divulgation. Dans la Bible, Dieu donne une interdiction arbitraire. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance. Et le serpent pousse à désobéir. Dans Éden, les dieux sont propriétaires d'un système, veulent garder le monopole du savoir. Et Enki commence à fissurer ce monopole. Tintement de conflits internes. Certains dieux veulent maintenir l'humanité dans une ignorance stable. D'autres, pour des raisons complexes, empathie, stratégie alternative, défi à l'autorité, laissent fuiter des éléments. Tout change aussi pour la figure de la femme. Dans la tradition classique, Ève est accusée d'avoir écouté la voix du serpent, d'avoir été trop curieuse, d'avoir entraîné l'homme. C'est le point de départ de siècles de discours sur la femme comme source de tentation, de chute, de désordre. Dans Éden, la figure féminine, qu'elle soit humaine ou divine, apparaît comme un maillon de transmission.
Parks insiste sur le rôle des déesses, des prêtresses, des femmes de lien dans ces structures anciennes. La femme n'est pas la faute, elle est le canal. Elle reçoit, elle transmet, elle catalyse. Ce n'est pas elle qui invente la transgression, c'est elle qui l'incarne, qui la rend visible, qui en fait une action. Petit à petit, dans cette lecture, l'humanité cesse d'être une masse complètement passive. Elle commence à prendre conscience d'elle-même, à comprendre où elle est, ce qu'on lui fait, pourquoi on a besoin d'elle. C'est là que la faute prend tout son sens. Du point de vue des dieux propriétaires du jardin, ce réveil est un problème, un sérieux problème. Une main-d'œuvre qui sait qu'elle est exploitée, qui comprend les règles du système, c'est une main-d'œuvre potentiellement incontrôlable. Le récit de la transgression devient alors, symboliquement, un moment de bascule. L'humain passe du statut de bête utile au statut d'acteur conscient et immédiatement, le système réagit. Dans la Genèse, cette réaction, c'est la malédiction. La souffrance, la douleur, le travail pénible, la domination, puis l'expulsion du jardin. Dans Éden, la réaction, selon Parks, ressemble plus à une opération militaire et politique. On renforce les contraintes, on coupe l'accès aux ressources, on déplace, on chasse au sens concret, on change les règles du jeu. L'homme perd l'accès direct au centre, à la zone privilégiée. Il est renvoyé dans une plaine plus rude, moins contrôlée, moins fertile. La chute ici n'est pas une métaphore morale, c'est une chute de statut, une perte de confort, un exil forcé. Si tu t'arrêtes un instant et que tu regardes ces deux versions côte à côte, tu comprends pourquoi ce livre dérange autant. Dans la version classique, Dieu est un bienfaiteur trahi par des créatures ingrates. Le serpent est le mal absolu. L'homme est coupable et doit passer sa vie à expier. Dans la version Parks, les dieux sont une élite divisée, intéressée, jalouse de ses secrets. Le serpent est celui qui fracture le monopole. L'homme est une victime qui tente de sortir d'un dispositif esclavagiste et la culpabilité est un récit reconstruit a posteriori pour faire passer la répression pour une justice. Tu vois le schéma? Ce n'est pas seulement une question de mythologie. C'est un pattern. C'est le pattern de l'histoire écrite par les vainqueurs. C'est ce qui se passe chaque fois qu'un pouvoir raconte sa propre version d'un conflit. Il se place du côté du bien, il présente sa répression comme une sanction méritée. Il présente les insurgés comme des traîtres ou des pécheurs. Et il encode cette histoire dans les textes qu'on enseignera pendant des siècles. Maintenant, tu peux te dire, ok, tout ça est peut-être une construction, un récit de plus. Pourquoi je devrais y accorder du temps? Justement pour ça, parce que tu as sous les yeux un exemple concret de la manière dont un auteur contemporain, en repartant de textes très anciens, peut produire une contre-histoire complète, cohérente à l'intérieur de ses propres règles. Que tu y adhères ou non n'est pas la question la plus intéressante. La vraie question, c'est est-ce que ça te donne des outils pour ne plus avaler passivement les récits dominants? Est-ce que ça te montre comment, structurellement, on peut inverser un mythe pour en révéler une autre face? Le livre va encore plus loin, en élargissant le cadre. Il ne se contente pas de relire Éden. Il relie cette scène à tout un réseau d'autres mythes, les déluges, les guerres célestes, les changements d'air, les déplacements de population, les reconstructions de temples. Il suggère que ce qui a été vécu comme punition divine par des populations humaines pouvait, à un autre niveau, être des opérations de gestion, destruction de bases devenues instables, liquidation de projets, déplacements forcés pour enrayer un éveil trop rapide. Tu peux là encore voir ça comme un roman cosmique, ou comme une façon de dire, derrière chaque grande catastrophe mythique, il y a presque toujours des décisions, des stratégies, des choix de pouvoir. À ce stade, ce qui est vraiment important pour toi, ce n'est plus de trancher « Parks a raison », Parks a tort. Ce qui compte, c'est ce que ton esprit est en train de faire. Tu t'es confronté à une relecture totale d'un récit fondateur. Tu as vu comment, sans changer les éléments de base, un jardin, un serpent, une faute, une punition, on peut les recombiner pour obtenir un sens diamétralement opposé.
Tu as vu que les mêmes briques peuvent donner un récit de culpabilité ou un récit de libération. Et ça, si tu le gardes avec toi, c'est un énorme gain. À partir de là, tu peux commencer à utiliser Eden comme un miroir. La prochaine fois qu'on te présente un récit bien ficelé sur un sujet brûlant, politique, économique, religieux, sanitaire, pose-toi les questions qu'implique ce livre. Qui parle? Depuis quelle position? Qui est présenté comme serpent? Qui comme Dieu? Qui comme Adam? Qui comme Ève? Qui a le monopole du savoir? Qui n'y a pas accès? Et si on inversait les rôles, qu'est-ce que ça donnerait? Est-ce que la faute des uns n'est pas, vue d'un autre angle, une tentative de sortir d'une cage? Tu peux aller encore plus loin. Dans ta propre vie, Eden peut devenir une grille pour lire tes propres récits internes. Où est ton jardin d'Éden? Où est-ce que tu as été élevé, socialisé, programmé pour croire qu'il ne fallait surtout pas poser certaines questions, surtout pas franchir certaines limites? Qui, dans ton entourage, a joué le rôle du Dieu qui édicte les règles? Qui a joué le rôle du serpent? Celui qui t'a soufflé une autre version, qui t'a dit que tu pouvais peut-être penser autrement, faire autrement. Et comment tu as réagi? En suivant la règle, en suivant la voie qui dérange, en essayant de jongler entre les deux. Ce livre, même pris uniquement comme une fiction métaphysique, t'offre un vocabulaire pour parler de choses que tu ne savais pas formuler. Il met des images sur des dynamiques réelles, le contrôle par la connaissance, le monopole de l'accès à la bibliothèque, la création de culpabilité pour faire accepter la servitude, le rôle ambivalent de ceux qui dévoilent ce qui devait rester caché. Il te montre aussi que derrière un mythe, il y a presque toujours une structure de pouvoir, et que derrière une structure de pouvoir, il y a presque toujours un récit qui la justifie. Tu remarqueras aussi une chose. Eden te force à faire la différence entre texte et interprétation. Les tablettes sumériennes existent. Elles ont été exhumées, translittérées, publiées. Elles parlent de jardins, de dieux, d'installations hydrauliques, de serviteurs, de faibles sur lesquels on posa la main. Ce sont des matériaux objectifs au sens archéologique. Ce que Parks en fait, c'est autre chose, une interprétation, un montage, une hypothèse globale sur l'histoire de l'humanité. Entre les deux, il y a un saut. Et ce saut, tu peux le repérer, le mesurer, le discuter. Si tu arrives à le faire ici, tu pourras le faire ailleurs. Quand tu vois une étude scientifique et un article de presse qui la vulgarise, tu sauras voir le saut. Quand tu lis un texte politique et un discours qui prétend s'en réclamer, tu sauras voir le saut. Quand tu entends une phrase de base, ainsi parle la science, ainsi parle Dieu, ainsi parle l'histoire, et que tu vois ensuite quelqu'un l'utiliser pour justifier une politique ou une morale, tu sauras te demander, qu'est-ce qui s'est passé entre le texte et l'usage qu'on en fait? C'est ça, la vraie valeur d'un livre comme Eden pour toi. Pas de te convertir à un nouveau dogme, mais de te vacciner contre tous les dogmes en t'obligeant à voir les coulisses de la fabrication des récits. Si tu es encore là maintenant, si tu as tenu la longueur, ce que ça dit de toi est très simple. Tu es capable de rester avec une idée complexe, polémique, longue, sans décrocher au bout de 2 minutes. Tu es capable de tolérer l'inconfort intellectuel, le doute, la stimulation forte. Ça te place déjà dans un autre profil que la majorité. Et c'est exactement ce type de profil que cette chaîne vise. Des gens qui préfèrent une vérité complexe, incertaine, à un mensonge simple et confortable. Alors je te le redis de façon très directe, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi. Si tu veux que ton YouTube ne soit pas seulement une usine à distraction, mais aussi un espace où tu as régulièrement des plongées comme celle-ci, tu dois verrouiller ça. Abonnement, cloche, et tu sais que tu ne dépendras pas du hasard pour retomber sur ce niveau de contenu. Et si tu es déjà abonné, merci. Tu peux aller plus loin de 2 manières. D'abord, en laissant un commentaire, dis-moi ce que ce type de livre t'inspire. Si tu veux qu'on creuse d'autres textes d'Anton Parks, si tu préfères qu'on le mette en perspective avec des archéologues et des historiens plus académiques, si tu veux qu'on fasse un épisode comparatif entre la Genèse classique et la version Eden point par point.
Ensuite, en partageant cette vidéo à une personne qui, comme toi, sent que les récits officiels ne suffisent plus, mais ne sait pas encore par quel angle les prendre. On va continuer sur cette chaîne à décortiquer des livres qui bousculent, des ouvrages ésotériques, des travaux scientifiques sérieux, des analyses historiques, des essais philosophiques. On va les faire dialoguer, les confronter, les mettre en tension. Parce qu'au fond, c'est ça ton arme dans le monde d'aujourd'hui. La capacité à naviguer entre plusieurs récits sans te faire happer par un seul. Merci d'avoir pris ce temps. Si tu veux continuer cette exploration, si tu veux faire de la lecture profonde de livres une habitude et pas un événement exceptionnel, abonne-toi, active la cloche et garde cette chaîne comme ton point d'ancrage. Les mythes ne vont pas disparaître, les récits de pouvoir non plus. La seule vraie question, c'est: est-ce que tu les subis ou est-ce que tu apprends à les lire ?